Aujourd'hui, 10% de l'électricité produite dans le monde provient de réacteurs nucléaires. C'est pas énorme, mais ça suffit à produire de nombreux déchets. En fait, mieux vaut parler de combustible nucléaire employé ou usé car les déchets sont une chose différente. Quoi qu'il en soit, il est possible d'extraire encore beaucoup d'énergie de ce combustible usé. En fait, 90% de l'énergie reste inutilisée, même après 5 ans passés dans un réacteur. Pourtant, au lieu de faire ça ou de le recycler pour en tirer davantage de combustible et de sous-produits, on le considère comme usé et on s'en débarrasse. Est-ce qu'il y a une bonne raison à ça et pourquoi on ne réutilise pas plus souvent le combustible nucléaire? Je vais tout vous dire, mais avant, prenons un café. Un aimable rappel à ceux qui ont tendance à oublier de liker la vidéo, pensez-y. Et merci à ceux qui respectent mon désir d'anonymat. Récemment, on a tourné une vidéo parlant de ce qu'il advient du combustible nucléaire après son passage dans un réacteur. Si vous l'avez manqué ou que vous découvrez notre chaîne, laissez-moi vous faire un rapide résumé. Tout combustible nucléaire entre dans le réacteur sous forme solide, en tant que crayon de combustible, et en sort de la même façon. Une fois que le combustible a servi, dans la plupart des pays, on le stocke dans des piscines en béton recouverts d'acier, dans de l'eau. Plus tard, on l'en retire quand c'est possible et on le place dans des conteneurs de stockage à sec, dotés d'un blindage en acier et en béton ou autres matériaux. Bref, l'essentiel du combustible usé produit par les États-Unis, par exemple, est stocké de manière sûre dans 70 sites à travers le pays. Les États-Unis, ainsi que d'autres pays, ont des projets de stockage souterrain centralisés où les déchets nucléaires pourraient être conservés pendant des centaines d'années sans nuire à l'environnement. Mais on en a déjà parlé, et si ça vous intéresse, il y a une vidéo sur la chaîne. Passons à autre chose. Au lieu de stocker le combustible usé, en théorie, on peut le retraiter. Mais très peu de pays le font. La liste comprend le Japon, la Russie, les Pays-Bas, l'Australie, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et depuis peu la Chine. Tous ces pays ne se chargent pas eux-mêmes du retraitement. Le combustible est parfois envoyé dans un autre pays pour y être traité. D'ailleurs, en parlant de ça, la France est le leader en matière de recyclage du combustible nucléaire. Si on examine les chiffres de 2020, on peut voir, que voit-on exactement? Que la plus grande installation de recyclage au monde est l'usine de La Hague, située en France et exploitée par le groupe Orano. Sa production annuelle est de 1700 tonnes. La deuxième sur la liste est l'usine de Sellafield au Royaume-Uni, avec une production de 1500 tonnes par an. La production totale du Royaume-Uni cette année-là était de 2100 tonnes. La Russie est le troisième pays sur la liste, avec un total de 400 tonnes. Viennent ensuite l'Inde et la Chine, mais loin derrière. En fait, la liste est très courte, d'autant que seuls 32 pays dans le monde produisent de l'énergie nucléaire. Mais revenons-en à la France. Selon les représentants du groupe Orano, 96% du combustible usé peut être réutilisé. Grâce au recyclage, le volume des déchets radioactifs est divisé par 5 et leur toxicité par 10, à long terme bien sûr. Le recyclage réduit également les besoins de l'industrie. Par exemple, 10% de l'énergie nucléaire française provient de matériaux recyclés et à l'avenir, ce chiffre pourrait atteindre 30%. Mais comment ça marche? Le mieux est de voir tout ça de ses propres yeux. Alors rendons-nous dans la plus grande usine de recyclage du monde, celle de La Hague. C'est un lieu unique en son genre. Avant tout, pour commencer, rappelons de quoi on parle. Pour recycler du combustible nucléaire usé, les produits de fission, qui sont radioactifs et ne peuvent pas être recyclés, sont séparés de l'uranium et du plutonium, car ces derniers peuvent être réutilisés. Ainsi, en quelque sorte, l'usine est une sorte de mine. En effet, tout comme dans une mine, on y extrait des éléments radioactifs pour produire de l'énergie. Les produits de fission, qui représentent 4% de la quantité totale, sont éliminés définitivement. Ils sont, pour ainsi dire, inutiles. Du moins actuellement, car on ne sait pas les réutiliser. Les 2/3 de l'usine de La Hague sont souterrains, et le bâtiment est un labyrinthe de 24 000 pièces. Je plaisante pas, c'est le véritable nombre. Tous les employés doivent porter une combinaison de protection à des fins de sécurité. Les particules nucléaires contaminées, au moindre contact,
restent collées à ces combinaisons, ainsi elles ne peuvent pas quitter l'enceinte de l'usine. Dans ces fûts, le combustible usé arrive à la centrale. Ils sont évidemment renforcés, et bien qu'ils contiennent des matières très dangereuses, radioactives, on ne risque rien à se tenir à proximité. On peut même les toucher brièvement. Les travailleurs cependant affirment que si l'on s'en approche très près, on peut parfois sentir la chaleur dégagée par le combustible usé. Chaque jour, un de ces fûts arrive à l'usine. En général, le combustible provient de centrales françaises, mais il est parfois acheminé depuis d'autres pays, Pays-Bas, Australie et Japon. Mais il ne suffit pas d'apporter le combustible usé, il reste à le traiter. Dans cette chambre, on retire le crayon de combustible du fût. Évidemment pas à la main, on fait ça à distance depuis une salle de contrôle. Ensuite, on place le crayon dans une pièce dotée d'une piscine pour le rafraîchir, car, je le rappelle, il est très chaud, entre 200 et 300 degrés. Bien sûr, l'eau de la piscine se réchauffe, mais un système de circulation permet de maintenir la température stable. L'eau chaude s'écoule et se refroidit, de l'eau froide est ajoutée pour la remplacer, et ainsi de suite. Se tenir à côté d'une telle piscine est sûr, mais seulement parce qu'il y a 4 mètres d'eau au-dessus des crayons. Elle sert de couche protectrice. Là, les crayons font trempette pendant 5 à 7 ans afin qu'ils refroidissent suffisamment avant l'étape suivante du traitement, la séparation du combustible en composants utiles et inutiles. Ça se passe dans un laboratoire, dans des salles hermétiques où un opérateur utilise des capteurs, des robots et des drones. Là encore, il n'y a aucun contact direct. Je ne vais pas entrer dans les détails chimiques de la séparation, c'est une opération complexe qui conviendrait mieux à une vidéo scientifique sérieuse. Ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est qu'à la fin, on obtient 3 produits, de l'uranium, du plutonium et des produits de fission. L'uranium formé après le retraitement peut être renvoyé à la centrale et réintroduit dans le cycle de production d'énergie. Le plutonium est également très utile. 1 gramme de plutonium équivaut à 1 tonne de pétrole, et la principale raison pour laquelle le retraitement du combustible nucléaire usé n'intéresse pas grand monde, c'est justement lui. Spoiler, on s'en sert dans les bombes nucléaires. Mais gardez ça en tête, j'y reviendrai plus tard. Bon, on sait ce qu'il advient de l'uranium et du plutonium, mais qu'en est-il des déchets inutiles? On les stocke dans un espace séparé qui ressemble à un immense hangar. Vous voyez les produits de désintégration? Ils sont à même le sol. On les place à l'intérieur d'un verre de sécurité spécial, puis on les met à l'abri dans un immense entrepôt souterrain. Parlons de cet espace. Il mesure précisément 2 mètres de hauteur et il est rempli de fûts entassés par piles de 9. Il en faut 18 pour contenir tous les déchets produits par une centrale nucléaire en 1 an. Mais il ne s'agit que des déchets transformés, sinon ils ne tiendraient même pas dans l'entrepôt entier. Il faudrait un espace 5 fois plus grand. Une question se pose. On fera quoi lorsque l'endroit sera saturé? C'est simple, on en construira un nouveau à côté. La construction est déjà prévue. Et si on faisait le point? Les produits de fission qui ont été réutilisés occupent moins d'espace et on dispose ainsi de plus de combustible pour produire de l'énergie. Mais le cas de la France est unique en son genre et peu de pays sont prêts à prendre le risque du recyclage. On renonce ainsi à 90% de l'énergie qu'on pourrait produire. Pourquoi? Pour le comprendre, il faut d'abord une autre tasse de café, car la physique, c'est pas simple. L'essentiel, c'est de comprendre comment on produit de l'énergie à partir de combustible nucléaire. En gros, il faut briser en deux un noyau atomique. L'uranium-235 aime se diviser. Lorsqu'il rencontre un neutron, son noyau se brise, libérant d'autres neutrons qui vont frapper d'autres noyaux et on obtient ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Ça libère énormément de chaleur. Cette chaleur réchauffe l'eau du réacteur, de la vapeur est libérée et cette vapeur à son tour alimente des turbines. Et voilà, on a de l'électricité. Cependant, si le combustible reste dans le réacteur pendant plusieurs années, l'uranium se met à absorber les neutrons produits par la fission, ce qui ralentit et affaiblit la réaction en chaîne. Lorsque ça se produit, on considère que le combustible est usé et qu'il faut le remplacer. Si on ne le fait pas, les centrales ne peuvent pas atteindre leur efficacité maximale. L'utilisation de combustible au-delà de sa durée de vie est moins rentable et beaucoup plus dangereuse.
Bien qu'il existe d'autres types de réacteurs capables d'en extraire plus d'énergie, ils coûtent très cher, ils sont très complexes à construire et ils sont encore presque tous expérimentaux. Certes, il est possible d'obtenir plus de 10% d'énergie, mais ça revient cher et c'est risqué. Il est plus simple d'obtenir du nouveau combustible que de retraiter l'ancien. Il y a d'autres raisons de bouder le recyclage. Certains chercheurs pensent que ça augmente le risque de terrorisme nucléaire. Vous vous souvenez du plutonium? Eh bien, il permet de fabriquer des bombes nucléaires. Vous savez, des bombes nucléaires, ces armes de destruction massive mortellement dangereuses. Les armes nucléaires sont fabriquées à l'aide d'une technologie militaire spéciale, mais on peut aussi se servir de plutonium recyclé. Or, il est parfois difficile de savoir ce que devient ce dernier. L'histoire a connu un exemple de pays créant des armes nucléaires à partir de rien. Ça s'est passé le 18 mai 1974, lorsque l'Inde a choqué le monde en procédant à un essai d'explosion d'une bombe au plutonium. Ce plutonium provenait d'un réacteur ordinaire pacifique et destiné à la recherche offert par le gouvernement canadien en 1954. Les scientifiques indiens se sont servis du réacteur nucléaire Cyrus conçu par le Canada et de l'eau lourde fournie par les États-Unis et ils en ont extrait le nécessaire pour fabriquer une bombe nucléaire. La préparation de l'essai s'est déroulée dans le plus grand secret. Très peu de gens en dehors du groupe de scientifiques étaient au courant. De plus, cet essai nucléaire mené par l'Inde a surpris tout le monde car il contrevenait au traité mondial de non-prolifération nucléaire. L'Inde n'avait jamais signé le traité et après ces essais inattendus, elle a été tenue à l'écart du marché nucléaire pendant 34 ans. Cet isolement a pris fin en 2008. Cet essai d'explosion soudain a inquiété les autres pays et en particulier le gouvernement américain à tel point que... on en arrive à la deuxième raison pour laquelle le retraitement du combustible nucléaire est impopulaire. Il constituerait une menace pour la sécurité mondiale. En 1977, le président américain a décidé de suspendre le retraitement du combustible nucléaire usé en raison des risques de vol technologique et de vol de matériaux nucléaires. En clair, il craignait que le cas indien ne fasse des émules, mais moins pacifiques. Un autre argument était que les États-Unis étaient en mesure de poursuivre leur programme d'énergie nucléaire sans retraitement et que le retraitement commercial risquait d'encourager d'autres pays à développer leurs propres activités de retraitement, ce qui nous ramène à cette bombe nucléaire sortie de nulle part. Ainsi, les États-Unis ont décidé de montrer l'exemple pour le bien commun et la sécurité de la planète. Et pendant quelque temps, le traitement de combustible nucléaire usé a été interdit aux États-Unis. De nos jours, les États-Unis s'en tiennent à une politique d'enfouissement sans recyclage, mais les opinions au sujet des déchets nucléaires évoluent. D'ailleurs, pour tout dire, le recyclage n'est plus interdit par la loi, mais l'administration présidentielle a le droit de limiter ou d'interdire le recyclage commercial. Ça limite le champ d'action des investisseurs privés et ça entretient une certaine confusion. Enfin, actuellement, les États-Unis construisent une grande usine de recyclage qui dépendra du ministère de l'Énergie. Les entreprises privées n'ont pas le droit de mettre en place une telle chose, mais l'interdiction n'est pas totale pour autant. Bref, les choses sont compliquées et l'orientation future du secteur n'est pas claire. Il est possible que tout change après les élections présidentielles. Dans une certaine mesure, si le combustible nucléaire n'est pas réutilisé, c'est parce que c'est compliqué et dangereux. Voyez par vous-même, le combustible reste dans les réacteurs pendant, en moyenne 5 ans. Une fois par an, 25 à 30% du combustible est retiré et remplacé. Au départ, avant d'être utilisé dans le réacteur, le combustible n'est que faiblement radioactif. Mais au fil du temps, sa radioactivité augmente. Et avec elle, son niveau de dangerosité. Même après avoir été retiré du réacteur, alors que toute réaction de fission s'est arrêtée, le combustible usé continue à produire de la chaleur par désintégration des éléments. Au moment où le combustible est extrait, il est considéré comme hautement radioactif. Son traitement doit être étroitement contrôlé et effectué dans des installations de premier ordre par un personnel qualifié. D'un autre côté, les règles de manipulation du nouveau combustible sont moins strictes. Il y a moins de surveillance, moins de règles et moins de mesures de sécurité. J'ai fait de mon mieux pour vous expliquer le processus de recyclage simplement, et j'espère y être parvenu.
Mais en vérité, c'est très compliqué et tous les pays ne disposent pas du savoir-faire et de la technologie nécessaires. De plus, utiliser du nouveau combustible est plus économique. Un exemple, le Royaume-Uni a envisagé de recycler son combustible, mais le pays a mis fin à son programme, le processus était trop coûteux. Le Japon construit sa propre usine de recyclage depuis plusieurs dizaines d'années, mais la construction est sans cesse retardée et le coût du projet ne cesse d'augmenter. De son côté, l'usine française coûte un prix fou. Elle est énorme et gérée par un personnel nombreux, doublé d'une équipe de sécurité. Il est plus facile et moins coûteux d'extraire du minerai, de produire de l'énergie avec, puis de le jeter. Enfin, disons, de le stocker. C'est surprenant, mais les prix de l'uranium sont assez bas, il en reste beaucoup sur Terre, alors il n'y a pas vraiment de raison de procéder à son recyclage. Et tant que le processus restera aussi coûteux, les choses ne risquent pas de changer. D'un autre côté, on ne peut pas continuer à entasser indéfiniment des fûts de combustible usé. On risque pas de se retrouver à court d'espace, mais les problèmes ne feront que s'aggraver. Au fait, où va le plutonium après avoir été traité dans l'usine française ? Apparemment, tout ce qui concerne le plutonium est soumis au plus grand secret. Le plutonium purifié traverse le pays sous escorte de l'armée. Il est expédié vers une autre usine où on le mélange à de l'uranium pour créer du MOX, qui est ensuite renvoyé vers les réacteurs nucléaires. Grâce à ce combustible, les centrales utilisent 30% d'uranium pur en moins et le plutonium voit du pays. Beaucoup d'énergie. Aux États-Unis, il y a 55 centrales nucléaires comportant 93 réacteurs actifs. De plus, 26 réacteurs sont à différents stades d'arrêt. Quoi qu'il en soit, durant leur exploitation, ces centrales produisent énormément de déchets. Selon CNBC, les États-Unis possèdent 80 000 tonnes de combustible usé provenant de réacteurs nucléaires. De plus, le parc nucléaire actuel produit 2000 tonnes de combustible usé par an. Ce qui est intéressant, c'est que ces déchets dangereux suffiraient à alimenter le pays en électricité pendant 100 ans. Les technologies permettant de transformer les déchets nucléaires en énergie sont connues depuis longtemps sous le nom de réacteurs à neutrons rapides. Qui plus est, de tels réacteurs ont été testés aux États-Unis des années 60 aux années 90. Mais en raison de complications économiques et politiques, leur utilisation commerciale n'a jamais eu lieu. Et oui, vous vous souvenez, il s'agit de donner l'exemple au monde, pas vrai ? Aujourd'hui, en raison du problème des déchets nucléaires, ces réacteurs reviennent sur le devant de la scène. Pourquoi ne pas y faire appel afin de nous débarrasser des déchets et d'obtenir de l'énergie ? En fait, certains pays s'en servent déjà, mais très peu. À vrai dire, la Russie est le seul pays où cette technologie est utilisée pour la production d'électricité. L'Inde et la Chine envisagent également de construire de tels réacteurs. En 2019, le ministère américain de l'énergie a annoncé travailler sur un réacteur de test, mais son financement n'était pas prévu dans le budget fédéral. Les experts contre l'usine. On a parlé tout au long de cette vidéo des avantages et des inconvénients de la réutilisation des déchets nucléaires, mais les experts américains semblent ne voir que les inconvénients. Ils affirment que le recyclage du combustible usé contrevient à la politique de sûreté nucléaire du pays. Tout a commencé lorsque Shine Technologies et Orano ont signé un accord pour la création d'une usine de recyclage de déchets nucléaires. L'usine devrait commencer à fonctionner vers l'an 2030 et sa capacité de production sera de 110 tonnes par an. Quel est le problème ? Selon les experts, la construction d'une telle installation pourrait encourager d'autres pays à faire de même et augmenter le risque de prolifération nucléaire et de terrorisme. J'ai déjà parlé de ça. Certes, certains pays, comme la France, pratiquent le recyclage des déchets nucléaires, mais les experts estiment que la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis serait nettement plus étendue, ce qui accroîtrait les risques. En clair, les déchets nucléaires pourraient être interceptés et transformés en bombes. Or, comme l'a montré l'exemple indien, c'est un risque bien réel. D'un autre côté, un représentant d'Orano qui participe à la construction a déclaré que la nouvelle méthode de transport tient compte des questions de non-prolifération nucléaire. De plus, le processus permet d'extraire des matériaux précieux. La construction de la centrale est soutenue par 11 anciens hauts fonctionnaires américains, il est donc probable qu'elle aura lieu. Centrale nucléaire menacée.
En fait, il n'y a pas que les déchets nucléaires qui posent un risque, c'est aussi le cas des centrales. Il existe 444 centrales nucléaires situées dans 30 pays, ainsi que 243 réacteurs dits de recherche qui sont utilisés pour la production d'isotopes et la formation de spécialistes. En outre, il existe des centaines d'usines d'enrichissement de l'uranium et de production de combustible. Le problème est que ces sites stockent des matériaux qui pourraient servir, et oui, à fabriquer des bombes nucléaires. Un autre risque est que ces centrales soient utilisées pour causer des accidents similaires à ceux de Tchernobyl ou de Fukushima qui libéreraient des substances radioactives sur de vastes territoires. Et ces craintes ne sont pas délirantes. En octobre 2012, des activistes de Greenpeace se sont introduits dans 2 centrales nucléaires en Suède, en franchissant les portes et en escaladant les clôtures sans être arrêtés par la sécurité. 4 militants ont passé la nuit sur le toit du réacteur et ils n'en sont redescendus que le lendemain. Autre exemple, en 2014, quelqu'un a endommagé le système de lubrification d'une turbine d'une centrale nucléaire en Belgique, provoquant son arrêt pendant 5 mois. Les Belges ont eu de la chance de s'en tirer à bon compte. Les cyberattaques peuvent faire beaucoup de dégâts, elles aussi. En 2010, le virus Stuxnet a été introduit dans le système informatique des installations nucléaires iraniennes, provoquant des pannes. Vous l'aurez compris, les centrales nucléaires doivent être protégées. Mais comment ? Par exemple, l'autorité suédoise de régulation nucléaire a décidé de renforcer la sécurité des centrales en faisant appel à l'armée et en ajoutant des protocoles. Pendant ce temps, aux États-Unis, on en fait encore plus. Là-bas, la sécurité est devenue une composante majeure qui représente jusqu'à 1/3 de l'ensemble des employés. Dans le passé, des entreprises privées s'en occupaient, mais aujourd'hui, de nombreuses centrales préfèrent employer leurs propres gardes. En outre, pour maintenir des normes de sécurité élevées, les centrales américaines sont tenues de procéder régulièrement à des exercices. Record nucléaire. Lors d'essais récents dans un tokamak européen, un dispositif doté de puissants aimants, des chercheurs ont atteint une puissance de fusion incroyablement élevée. En 5 secondes, 69,26 mégajoules ont été libérés, à l'aide de 0,21 mg de combustible. Pour que vous compreniez, sachez qu'il faut 2 kg de charbon pour produire la même quantité d'énergie. Bien sûr, le tokamak utilise un autre type de combustible, un mélange d'isotopes lourds de l'hydrogène, deutérium et tritium qui alimenteront les futures centrales à fusion. Malgré ce record, le tokamak, appelé JET, n'est pas destiné à atteindre les objectifs énergétiques attendus des futures centrales. En bref, il s'agit plutôt d'une version de poche des prototypes à plus grande échelle que sont ITER et DEMO. Mais si cette technologie ne sera jamais utilisée dans des centrales électriques, quel intérêt ? En fait, les aimants des tokamaks confinent le plasma nécessaire à une réaction de fusion telle que celle qui se produit dans le Soleil et autres étoiles. Pour recréer ça sur Terre, on doit disposer de conditions extrêmes, comme chauffer du plasma à plus de 100 millions de degrés. Mais alors, ça veut dire qu'on fabrique notre propre Soleil sur Terre ? Est-ce qu'un film catastrophe a déjà été tourné à ce sujet ? Cimetière de déchets. Vous vous êtes déjà demandé ce qu'il advient des sous-marins nucléaires en fin de vie. Figurez-vous qu'il existe un endroit bien spécial où on les démantèle en toute sécurité. Lorsqu'un sous-marin nucléaire devient inutilisable, on l'emmène dans la tranchée 94. Cette tranchée sert de cimetière où les pièces usagées des sous-marins nucléaires sont enterrées pour toujours. Bien sûr, le lieu est bien conçu et protégé contre les effets négatifs des matières radioactives, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'environnement. Enfin, on peut quand même s'inquiéter un peu, mais pas trop. Mais les sous-marins sont pas simplement jetés dans la tranchée pour y rouiller, n'oublions pas le côté nucléaire. D'abord, on découpe la coque du réacteur pour en extraire la zone active et le combustible, puis tout ça est envoyé à un laboratoire dans l'Idaho. Les morceaux sont placés dans des conteneurs de type Castor et transportés le long de rivières. Après ça, on les déplace par camion jusqu'à l'État de Washington où se trouve la tranchée 94. Les conteneurs sont placés dans une tranchée de 305 mètres de long et, selon les dernières données, il y en a environ 136 de stockés là. Vous me devez un like. À plus.